Salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo où je vais vous présenter la région du lac et son lore. Donc on joue depuis pas mal de temps avec les compagnons et donc j'ai décidé pour cette campagne de les faire jouer dans un milieu montagneux. Voilà, donc ça va pas être dans un monde. Là, on est plutôt sur une campagne intimiste où donc on a une région qui est entourée de montagnes. Le seul chemin pour en sortir est la route du nord vers les terres grises, une région qui est dévastée par un dragon. Et donc les personnages sont issus de Kabalt, donc un petit village minier qui se trouve à l'ouest. Voilà, donc il s'est passé pas mal de choses en 2 ans et demi qu'on joue. Ça va être dur de vous dire tout ce qui s'est passé. Je vais essayer de faire euh, court. Je vais essayer de faire court. Donc je pense que avant de parler de ce que les personnages ont vécu, on va commencer par parler du lore de la région du lac. Donc l'événement le plus marquant qui se passe tous les mois, ce sont les équinoxes. Ce sont des événements qui surviennent une fois par mois, où en fait les habitants voient le ciel s'assombrir, un trait de lumière qui se forme, qui semble déchirer le ciel en deux. Et quand cet événement arrive, tous savent que l'équinoxe va arriver et que le vampire va arriver. Donc cet événement est appelé le fil, donc ce trait de lumière qui, je vous le mets à droite, qui déchire le ciel en deux. Et pendant cette période où l'équinoxe va avoir lieu, les cultures, les plantes, les arbres vont se flétrir, vont se faner, et le vampire va arriver. Et donc le vampire, donc c'est pas le vampire que l'on connaît, on appelle les habitants le surnomment le vampire, mais ça se trouve c'est une toute autre créature. Donc c'est une créature assez grande, ailée, hérissée de pointes, qui ressemble à un vampire. Et donc lui va descendre sur le lac dans un village choisi au hasard, celui qui choisit mystérieusement. Et il va choisir une personne pour qu'elle devienne un vampire à son tour. Et les deux vampires vont revenir d'où ils sont arrivés, donc de l'astre, cette boule noire là. Et les cultures ensuite vont repousser comme si c'était rien passé. Nous allons parler ensuite des immortels. Alors les immortels sont, pour faire simple, ce sont un culte de fanatiques du vampire. Donc ils s'appellent comme ça, les immortels. Parce qu'ils se considèrent comme des immortels, hein, tout simplement. Et leur but à eux, c'est de rejoindre le vampire, d'être choisis par le vampire, parce que je vous rappelle que le vampire descend une fois par mois, et il choisit un des habitants de la région du lac pour devenir à son tour vampire. Donc eux, ils vont faire toutes sortes de rituels. Ils vont essayer d'appeler le vampire, ils vont essayer de recréer l'astre noir, et si possible accéder à l'immortalité et tout ça. Donc on va parler ensuite des loups-garous. Donc dans la région du lac, les loups-garous,
ce qu'ont compris les personnages lors de leur aventure dans, dans cette campagne, c'est que les loups-garous sont l'issue de diverses expériences qui ont très mal tourné. Expériences qui ont été faites par les nains. Leur civilisation a été complètement anéantie. Un événement mystérieux qui s'est passé et on n'a plus aucune trace d'eux en fait. Il reste quelques petites ruines par-ci par-là, mais sinon il ne reste plus rien. Donc les loups-garous sont issus d'expériences qui ont mal tourné. Et grâce à un artefact en fait, une magie ancienne en fait, qui a été créée par les centaures, les loups-garous sont reclus dans les forêts. Ils ne peuvent pas en sortir. Il faut savoir aussi que au début de chaque équinoxe, il y a un événement qu'on appelle la chasse. Et donc tous les habitants du lac qui sont complètement tarés hein, et déterminés à devenir des vampires se lancent dans la traque des loups-garous. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est accéder à l'immortalité en donnant en offrande un loup-garou. Donc ensuite, nous avons le grand serpent. Donc le grand serpent qui est dans cette zone ici, là, reculée du lac, qu'on appelle la zone interdite. Donc il protège quelque chose. Les personnages n'ont pas encore eu le temps ni l'envie d'aller explorer ce lieu. Donc il y a bien des marins qui s'y sont risqués pour aller voir ce qu'il y avait. Mais à chaque fois qu'on s'approche, le grand serpent surgit et coule en fait les navires. Donc c'est pour ça qu'il y a tout plein de navires échoués là. Voilà pour ça. On verra si par la suite les personnages s'y risquent. Voilà pour cette première présentation du lore de la région du lac. J'espère qu'elle vous plaît. Ensuite, donc je vais enchaîner sur les aventures des personnages, tout ce qu'ils ont vécu pendant ces 2 ans et demi. C'est parti. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnages sont tous une bande de copains, d'amis. Et ils ont tous perdu donc un des leurs qui s'appelle Merivald, qui est devenu un vampire, qui a été choisi par le vampire. Donc il a été choisi par le vampire il y a quelques années, donc ils n'ont plus du tout de nouvelles de lui. Et son père, donc le père de Merivald, s'est suicidé malheureusement. La tristesse l'a emporté. Et Monk, qui est du coup sa mère, à Merivald, tient une auberge qui s'appelle le Fond de la Fiole, qui est aussi la seconde maison des personnages. Et donc actuellement, le Fond de la Fiole qui est ici est détruit, complètement détruit. Les personnages ont juste retrouvé un objet en métal magique, un papillon. Et pour faire court aussi, ils ont appris lors de l'arc 1 de la campagne que Monk était morte il y a bien longtemps et que un esprit
papillon, appelé le papillon blanc, avait pris sa forme, avait pris l'apparence de Monk pour remplacer Monk et faire croire au personnage qu'elle était encore vivante. Donc, les personnages viennent tous de Cobalt, d'accord. Ils ont tous plus ou moins fait l'école de magie au Nergalion. Ils ont tous un refuge qui se trouve près de la zone interdite en fait. Où récemment ils ont enterré un des leurs qui est tombé au combat. Donc actuellement le village de Cobalt est en ruine. Donc tout a été plus ou moins détruit dans leur village et il ne reste plus grand chose à part la propriété de la contremaître Feda, j'y reviendrai, et la basilique des immortels, donc le culte fanatique du vampire. Ces fanatiques qui ont érigé un mur d'enceinte pour les protéger des loups-garous, mais aussi des centaures. Et donc, les personnages ont appris que c'est les immortels qui ont qui ont détruit en fait le village, qui ont tué la plupart des habitants. Pour parler de la contremaître Feda, Feda c'est elle. Au tout début de l'aventure, du coup, elle, elle envoie des prisonniers dans les mines d'argent. Et comme c'est une magicienne et qu'elle elle assoit son autorité et que c'est une femme un peu louche, elle pose un sceau sur les ouvriers, les obligeant en fait à travailler. Et s'ils s'éloignent trop des mines et du village, ils brûlent tout simplement. Et donc le père de Marmoun, donc un des personnages, est retenu prisonnier dans ces mines. Donc ils vont essayer de le libérer, tout ça. Au début de l'aventure, en fait, Ekenom, c'est comme ça qu'il s'appelle, le père de Marmoun, devient un loup-garou. Et les personnages se lancent à sa poursuite pour le sauver et enlever sa malédiction. Donc au début de l'aventure aussi, les personnages font la rencontre des centaures. Et ils apprennent que les centaures gardaient un objet, un artefact précieux avec eux, qui s'appelle la harpe, qui s'appelle Yeval. Donc cet artefact, en fait, aux 1000 cordes, détient en fait le pouvoir de garder les loups-garous enfermés dans les forêts. Vous vous rappelez, je vous ai dit au début de la présentation que les loups-garous étaient reclus dans les forêts. Cet artefact, justement, est à l'origine de cet enchantement. Pour vous faire simple, en fait, chaque corde est connectée à un loup-garou. Et si la corde est cassée, brisée, le loup-garou peut s'échapper, tout simplement. Et donc les centaures gardaient cet artefact depuis longtemps. Et au début de l'aventure, les personnages apprennent par les centaures que Yeval a été subtilisé. Et peu de temps après, les personnages retrouvent la harpe dans l'une des salles secrètes où ils ont l'habitude de se retrouver du Nergalion. Et donc la salle secrète du Nergalion, où ils ont l'habitude de se retrouver, se trouve au sommet en fait de cette tour.
Et récemment, en fait, les personnages reviennent dans la région du lac et voient la tour du Nergalion qui est tronquée. Et à son sommet brille une lumière aveuglante émanant de la harpe. Donc ensuite, les personnages ont tenté de trouver un remède à la malédiction pour le père de Marmoun. Ils ont fouillé les arches, d'accord, et en fait, ils n'ont pas trouvé de remède, mais ils ont appris que le remède se trouverait sans doute dans une pierre cachée. Et donc, plus tard, quand ils reviennent à Kabalt, ils font la connaissance des nains qui se trouvent aux mines d'argent. D'accord. Et dans les mines, des, dans les mines où se trouvent quelques nains encore, donc ils discutent avec eux et tout ça, et il se trouve que leur chef, à ces nains-là, s'appelle Glowin, cachait une pierre étrange dans les mines qu'il n'arrivait pas à détruire, euh, tout simplement. Et donc, je vous fais très rapidement, hein, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, dans une des arches, il trouve, euh, il trouve un tombeau d'un certain Trill, main de lumière, donc un forgeron. Il trouve les gantelets de Trill qui permettent en fait de forger n'importe quel objet et de le sublimer. Ils apprennent aussi que Trill Main de Lumière travaillait sur un projet qu'il appelait le perceur. Donc en fait c'est un artefact qui pourrait détruire n'importe quel bouclier, métal, roche, et donc percer ce rocher-là, où apparemment se trouverait l'antidote contre la malédiction du loup-garou. Ensuite, dans un des tombeaux nains des arches, ils ont trouvé un gnome de métal qui était enfermé là depuis longtemps et qui était en stase. Ils l'ont réveillé. Et ce gnome de métal qui avait pas de nom, ils l'ont appelé Falafel, n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Il sait juste que il était, euh, il était au service de Trill, main de lumière, donc le nain forgeron. Et ça fait de ça des milliers et des milliers d'années qu'il est enfermé en stase. Et donc les personnages l'ont sauvé, l'ont réveillé et il fait partie aussi du groupe. Donc ensuite on va parler des parents de Valerius. Donc Valerius qui était l'ami des, des personnages qui est tombé au combat, d'accord. Donc ses parents sont le professeur Maedros et la professeure Kyria, qui sont donc professeurs à l'école de magie. Et donc eux deux ont enfermé Elis, Nixob, donc un des personnages qui est ici. Ils l'ont torturé, ils l'ont enfermé pendant des années. Pour faire simple, Maedros et Firia, les deux là, ont créé un pacte en fait avec une entité du vide, une entité du vide qui s'appelle Ankesha, et, et ont insufflé donc l'énergie de l'entité dans un artefact. Et si on utilise cet artefact sur un loup-garou,
on lui enlève sa malédiction et l'individu qui était loup-garou perd une partie de son âme, à savoir il ne se souvient plus du tout de sa famille, il ne se souvient plus du tout qui il était, où il habitait, sa vie a été complètement mangée par l'entité. Et donc, c'est ce qui est arrivé au père de Marmoun, mince, au père de Marmoun, d'accord? Et c'est Marmoun lui-même qui a utilisé l'artefact contre son père. Et donc Maedros et Firia font une proposition aux personnages de les rejoindre dans l'épuration. Ce qu'ils appellent l'épuration, c'est exterminer en gros les loups-garous et manger leurs âmes au nom de l'entité du vide qui est en Kesha. Forcément, les personnages refusent et Maedros les envoie dans une région reculée où ils ne reconnaissent pas ils ne reconnaissent pas la région du lac, ils ne savent pas du tout où ils sont et ils vont devoir s'échapper de là. Une fois qu'ils se sont échappés, ils ressortent sur la tête d'un colosse nain, une statue ancienne qui émerge du sol. Ils voient que la région du lac est changée, puisque il y a plusieurs événements qui leur sautent aux yeux, notamment le fait que la grande tour du Nergalion de magie est tronquée, son sommet a explosé et une lumière aveuglante en émane. Il remarque aussi que des camps de centaures sont disposés sur les berges du lac, préparant un siège. Et leur village natal, Kabalt, est en ruine, ce qui va les choquer profondément. Et aussi que les immortels ont érigé un mur d'enceinte autour de leur basilique, se protégeant en fait des centaures et des loups-garous et de toute autre menace. Et ils apprennent aussi que ça fait bientôt un an en fait qu'ils sont partis de la région du lac. Et quand ils arrivent à Kabalt, ils voient que le fond de la fiole, leur seconde maison, a été détruite. Ils voient que le village est complètement en ruine. Ils retrouvent une amie qu'ils avaient perdue depuis longtemps, qui s'appelle Céline, qui a changé depuis, qui maintenant n'est plus la Céline qu'ils connaissent, puisque elle a changé, elle a vécu beaucoup de choses qui l'ont traumatisée, et elle est accompagnée de Lysandre, l'autre personnage joué par Abdel. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les personnages vont se rendre dans la maison de Marmoun, où Marmoun va retrouver sa sœur dans les ruines, morte, sous un tas de neige en fait. Et ils vont découvrir aussi sous la maison que sa mère avait une activité secrète de déguisement. Ils vont aussi trouver une lettre d'invitation à l'apothéose. Donc ça c'est une lettre envoyée par les immortels pour rejoindre l'apothéose. Ils savent pas encore ce qu'est l'apothéose. Ils vont le découvrir prochainement. Ensuite, les personnages se rendent au bateau qu'il y a juste ici, à l'ancien vieux port où il y a un bateau qui est figé dans la glace, dans le lac, où résident des réfugiés
qui se sont installés là. Les personnages aussi décident d'aller parler à la contremaître Feda pour lui demander de la nourriture et de l'aide. Et donc en discutant avec la contremaître Feda, ils se rendent compte que elle en sait beaucoup sur le sort, par exemple, des parents de Tandor, mais elle veut que Tandor soit présent. Et ce n'était pas le cas, il voulait pas lui parler, il a une dent contre elle. Elle sait où se trouve du coup la mère de Marmoun, qui est du coup dans la basilique des Immortels, retenue prisonnière. Et elle accepte d'aider les personnages seulement si Tandor vient parlementer, ce qui n'est pas le cas. Les personnages se rendent dans la maison de Tandor, en ruine, pareil, où ils entendent en fait une voix les appeler, la voix de Mérivald, donc Mérivald qui est, je vous le rappelle, leur ancien ami devenu vampire. Mérivald qui réapparaît soudain, il a des ailes de vampire, il a les yeux noirs, il est plus trop pareil physiquement. Et derrière lui s'ouvre un portail avec trois silhouettes encapuchonnées qui en sortent. Une des silhouettes emmène Mérivald, se téléporte avec lui et disparaît. Et les deux autres silhouettes combattent les personnages. Et il s'avère que les deux silhouettes sont le père et la mère de Tandor. Et la dernière partie s'était arrêtée alors que les personnages tombaient dans le sous-sol de la maison qui s'effondrait sous eux. Et Tandor, lui, était téléporté avec son père contre son gré. Il était téléporté dans les montagnes du nord, dans un endroit complètement inconnu. Et son père, en fait, le lâchait du haut de la falaise. Et le corps de Tandor tombait dans le vide. Voilà pour cette présentation qui est finie du lore et des aventures des personnages. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, ce fut long et laborieux. Il y a plein de choses que j'ai pas pu dire, hein. J'y mettrai 4 heures, donc j'ai pas non plus envie de faire une vidéo qui soit ultra longue. Juste dire les événements principaux qu'ont vécu les personnages dans cette campagne. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois pour du coup le premier épisode de cette campagne. Allez, salut!